Ok, bonsoir. Nous avons ce soir avec nous Sébastien Espinaz qui représente Fabrique Délices. Et je crois que Sébastien, bienvenue d'abord au programme franco-américain. C'est un plaisir de t'avoir avec nous. Je crois que Fabrique Délices, tu es un des représentants de Fabrique Délices? Oui, bien sûr. Ah, d'accord. Donc, Sébastien, avant de parler peut-être de ta compagnie, etc., de ce que vous faites là-bas, étant donné que tu es qu'une des membres de la compagnie, pas comme Serge qui représente toute sa compagnie, peut-être qu'on va parler un peu de toi, comment tu es peut-être arrivé à travailler pour ces gens-là, enfin pour cette compagnie. D'accord. Donc, Fabrique Délices, d'abord, c'est une compagnie de quoi? C'est une compagnie qui produit donc de la charcuterie fine, donc ce qui est du pâté, au magret, au foie gras, donc tout ce qui est un petit peu la spécialité du terroir, je dirais. Et donc moi, étant donc du Périgord, donc c'était un petit peu une passion, la nourriture. Donc étant très jeune aussi, je commençais un petit peu cuisiner. Mon grand-père était chef de cuisine dans un restaurant, son propre restaurant, et aussi il avait un hôtel. Donc c'est peut-être pas par hasard que je suis un petit peu connecté avec le monde de la nourriture aujourd'hui. Donc pour cette compagnie Fabrique Délices, donc je suis donc responsable des ventes sur la côte ouest. Et donc, je travaille donc avec le CEO de la compagnie qui est donc Marc Poinsignon, qui n'est pas présent ce soir. Donc, je suis arrivé aux États-Unis en 96. Juin 96, j'ai commencé à faire mon MBA à l'International University of America, San Francisco. L'IUA, c'est ça? L'IUA, voilà. Donc, tu as fini quand ça? J'ai fini en 97. 97. Donc ils étaient toujours là à San Francisco? Oui, ils étaient toujours là à San Francisco. Donc tu as fait la dernière... C'était une des dernières promos, oui. Et là, ils ont bougé sur New York et Boston. Tu es quand même content de cette école? C'était une très bonne école. Le seul problème, c'est qu'elle était gérée de Paris. Et, pas assez de supervision, c'est ça? Voilà, c'est ça, oui. Donc c'est peut-être pour ça un petit peu qu'ils l'ont relocalisé à New York. C'est un petit peu plus facile pour gérer le personnel. Mais ce que tu as appris dans cette école, c'est valuable? Ça te sert? Ça va? Tout à fait, oui. C'était un programme avec du marketing, vente, finance, tout ce que vous pouvez trouver dans un MBA. On avait des professeurs de Berkeley, de Stanford. C'était bien. Oui, c'était très bien. Donc tout ce que tu as appris te sert? Tout ce que j'ai appris me sert, oui. En plus, c'était une des premières fois que je venais aux États-Unis. Ah ouais? Et donc c'est vrai qu'il y avait une grosse communauté française. Et on avait déjà des repères, c'était un petit peu le plus. Ouais. Et tu es retourné en France après? Oui, je suis retourné en France après. Et bien sûr, on a échangé donc. Parce que bon, après avoir passé un an ici, et puis ce qu'il y a, c'est que dans une école, on s'imprègne vraiment bien de la vie américaine. Et je dirais au fil des mois, au fil des années, on sait vraiment ce qui se passe réellement dans une grande ville comme San Francisco. Et c'est vrai que c'est une ville formidable. D'accord, donc tu es retourné en France et tu as repris contact avec cette compagnie ou par hasard ou parce que tu voulais revenir? Non, c'est-à-dire qu'après mon MBA, j'ai commencé à travailler pour une chaîne d'hôtels à San Francisco et je travaillais avec un contrat d'1 an et j'ai rencontré ma copine dans cette chaîne d'hôtels. Qui travaillait pour? Qui travaillait pour Marriott. Voilà, j'ai travaillé pour cette compagnie Marriott et donc on va avoir notre premier anniversaire, 1 an, le 14 février. Donc c'est un petit peu ce qui m'a fait un petit peu aussi rester. Et donc après le Marriott qui n'a pas pu renouveler mon contrat parce que bon, au niveau de visa, bien sûr quand on est étranger, on est toujours confronté à des problèmes de visa. Et donc j'ai rencontré Marc qui recherchait à cette période de l'année qui était au mois de juin 98 une personne pour s'occuper des ventes, un petit peu du marketing. Et tu as proposé de le faire? J'ai proposé de le faire, voilà. Et donc le problème qu'il y avait le visa, toujours ce visa. Et puis ce qui se passe, c'est quand on est étranger, déjà qu'on est venu ici, qu'on a fait sa carrière, ce qui se passe, c'est qu'on a été confronté à des problèmes de visa. Et c'est vrai que quand on a été confronté à des problèmes de visa, lui, il a voulu le repasser, donc me redonner, me donner un petit peu d'aide
pour pouvoir rester et pour pouvoir travailler pour lui. Donc c'est vrai que je le remercie. Et maintenant tu as un visa? Voilà, j'ai un visa maintenant, un visa H1 pour 3 ans qui est renouvelable 3 ans de plus. Super, super. Donc c'est vrai, donc je suis revenu 3 mois en France, c'était pas facile parce que je ne savais pas du tout si j'allais l'avoir. Est-ce que ce que tu vends est bon? Enfin, c'est-à-dire comparé à ce que tu as goûté en France chez ton père et chez ton grand-père? Ben, c'est-à-dire que les produits sont un petit peu différents. Hein. Si vous voulez, en France, vous grandissez avec la charcuterie. Hein. C'est particulièrement en Corrèze, en Périgord, dans le Lot. Bon, c'est tout ce qui. Et puis la viande, elle a un goût différent, c'est ça? Parce que bon, ben, les techniques on maîtrise les techniques depuis longtemps. Hein. C'est de famille en famille. Hein. Donc ici, c'est un petit peu. Je veux dire, c'est un pays nouveau. Hein. Et, vous n'utilisez pas les mêmes techniques? On utilise un petit peu les mêmes techniques, mais les produits évoluent et varient peut-être un petit peu plus qu'en France. Parce que ici, maintenant, il y a beaucoup de produits naturels, sans nitrate, sans colorant, etc. Parce que les gens sont beaucoup health-oriented, je dirais. Et donc, en France, ils mettent ces produits dedans? Oui, je dirais c'est plus traditionnel. Oui, les gens sont peut-être un petit peu plus indifférents à ces produits-là. Bon, ça commence à être conscient. Mais ici, c'est vraiment le boom dans tous les produits naturels, etc. Okay. Et donc, un produit qui n'a pas trop de préservatifs ne durerait pas aussi longtemps, c'est ça? C'est-à-dire qu'il dure peut-être un petit peu moins longtemps, et surtout sur la couleur du produit. La couleur est très différente. Ah bon? Dès que vous ouvrez le produit, il change un petit peu de couleur. Ah. Donc c'est vraiment difficile. Par exemple, quand vous vendez un produit naturel à un supermarché ou à un client, il faut vraiment qu'il soit conscient que le produit ne va pas durer aussi longtemps qu'un produit avec des préservatifs, etc. Donc vous mettez limite 15 days, c'est ça? Ouais, une fois qu'il est ouvert, c'est entre 10 et 15 jours. Ouais, d'accord. Et donc, bon, ce qui Mais pour en revenir au goût, elle est bon le goût? C'est quoi? C'est comparé avec un pâté de France? C'est comparable ou c'est pas comparable du tout? Ah, on arrive... bon, parce que le chef est français, donc les produits sont... À son goût? Non, sont faits de façon traditionnelle, façon française, donc... Il goûte avant de... Ah, bien sûr, les produits sont goûtés... testés, retestés. Ouais, tout à fait. Pour essayer de garder toujours la même qualité. Mais pour en revenir au goût de la viande américaine, elle a un goût un peu plus, je sais pas, elle a un goût différent, non? On arrive à des résultats à peu près similaires à la France. Ah bon? Bon, si vous voulez, en France, il y a toujours des petites recettes, entre guillemets, de la grand-mère. Parce que bon, c'est des techniques qu'on maîtrise beaucoup plus en France. Hein. D'accord. C'est comme l'informatique. L'informatique ici... peut-être on est un petit peu en avance par rapport à la France. C'est des techniques complètement différentes. D'accord. Et on va parler un peu de ce que tu fais alors. Tu es donc en charge de faire la promotion de ce produit-là, c'est ça? Un petit peu plus que faire la promotion des produits. Donc on toujours lancer des nouveaux produits. Donc on est en train de travailler sur les produits naturels, sur tout ce qui est packaging, un petit peu tout ce qui est marketing. Hein. Parce que bon, lancer un pâté, on pourrait pas dire que c'est un produit dérisoire, mais c'est beaucoup de travail aussi. Donc on travaille sur la gamme de produits qu'on a, sur les produits naturels, et aussi donc on a une ligne foie gras, magret, cuisses de canard, confit de canard. Et donc c'est une gamme qu'on a intégrée il y a à peu près 2-3 ans. Et donc bon, maintenant je dirais le pâté, le foie gras, c'est quelque chose qui rentre un petit peu dans les mœurs aux États-Unis parce que bon, maintenant les gens voyagent de plus en plus. Donc ce qu'il y a, c'est qu'au niveau éducation, un Américain qui voyage un petit peu en Europe, un petit peu partout, va s'imprégner un petit peu de la culture. S'il reste 1 semaine, 2 semaines, bon, forcément il va avoir peut-être au menu un petit peu charcuterie. En France, je pense qu'il va être pas obligé, mais au menu il trouvera la charcuterie, du foie gras, donc petit à petit il va goûter. Et puis si il retrouve un petit peu la même chose ici, il va forcément l'acheter. Mais en fait, ce que tu mentionnes, c'est très intéressant parce que je vais souvent dans des restaurants et il n'y a pas de charcuterie dans le menu. Alors, est-ce que tu essaies de les initier à ajouter ça dans le menu?
Ben, ça dépend un petit peu. C'est vrai que la charcuterie ici, on vend beaucoup de charcuterie à des restaurants français. Parce que ben, c'est un petit peu, il y a toujours une assiette de charcuterie. Il y a certains restaurants. Mais pas dans tous. Pas dans tous, qui ne préfèrent pas le faire peut-être parce que peut-être au niveau des rotations, c'est pas là où ils font le plus de marge. Et ton travail, c'est de contacter ces restaurants, mais c'est-à-dire, nous on est producteurs, hein, donc on travaille beaucoup avec les distributeurs. Ah, d'accord. Donc c'est aux distributeurs d'essayer de contacter les restaurants et non toi. Voilà, bon, des fois indirectement, je contacte des restaurants, des chaînes de supermarchés, je les réfère à mes distributeurs. D'accord. Parce qu'on ne veut pas court-circuiter la chaîne de distribution. Et donc ça ne t'arrive jamais d'appeler par exemple Fleur de Lis, leur dire voilà, nous avons Fabrique Délices, pâté, vous en voulez ou pas? Bon, je pense pas que ce soit des types de restaurants qu'on puisse cibler parce que bon, en général, il faut savoir que dans certains restaurants, ils font leur pâté eux-mêmes. Ah bon? Ouais, les terrines de foie gras, le pâté, donc c'est vraiment des fois difficile à... Parce que bon, c'est toujours pareil, le savoir-faire, pour se démarquer un petit peu de la concurrence, ils font leur pâté eux-mêmes. Ah bon? Ben oui, c'est un petit peu certaines techniques, comme je vous disais. Nous, on fait du pâté, c'est un produit de qualité. Mais bon, si on le vend à tous les restaurants de la Bay Area, il n'y a pas de distinction. Il ne va pas y avoir de distinction. Donc tu te concentres sur les marchés de distribution, les supermarchés, c'est ça? Market, ça? Oui, supermarchés, oui. On a des grandes chaînes de supermarchés sur tous les États-Unis. Et tu appelles tous les États-Unis, c'est ça? Parce qu'on a un responsable des ventes sur la côte Est. Ah, d'accord. Et moi qui est en charge de la côte Ouest jusqu'au Texas en remontant sur le Dakota. D'accord. Et tu as un quota chaque mois? Ben, c'est-à-dire que j'ai des objectifs à réaliser. Donc on essaye donc de réaliser ces objectifs tous les mois, oui. Et ton anglais est bon, ça va? Tu communiques bien avec les Américains, les distributeurs, ça va? Ben, on a beaucoup de distributeurs français. Ah d'accord, d'accord. Donc, mais sinon, en général, avec les Américains, ça passe bien. Donc, ce qu'il faut établir, c'est une relation. C'est toujours dans tous les business. Qui vous gardent comme client. Parce que vous avez de la concurrence, n'est-ce pas? Ben, forcément, on a de la concurrence, tout à fait, oui. Mais vos produits, bon, par exemple, tu appelles quelqu'un, il reçoit déjà les pâtés d'une autre compagnie, disons pâté Marcel et Henri. Comment tu vas les convaincre peut-être d'essayer le tien? Tu leur dis le nôtre, il est un peu plus épicé, le nôtre, il est plus léger, il a moins de gras, il a moins de cholestérol. Comment tu les convaincs? Quel est votre point fort? Ben, ça dépend un petit peu quel supermarché exactement. Non, mais est-ce qu'il y a quelque chose qui vous distingue? Vous dites, on est les meilleurs on est les meilleurs? Je dis, on a un produit de qualité. Pour en revenir à Marcel et Henri, on ne fait pas du tout la même qualité que Marcel et Henri. Et on ne cible pas du tout les mêmes clients. D'accord. Donc, déjà... Vous n'allez jamais chez leurs clients, alors? De temps en temps, parce que bon, les clients évoluent aussi. Hein. Comme je vous dis, on va vers des produits naturels, que Marcel Henri fait toujours donc la charcuterie traditionnelle. Donc, ce qu'il y a, c'est qu'on suit un petit peu l'évolution des gens, du marché. Et donc maintenant, on a beaucoup de demandes sur les produits naturels. Alors, quand tu dis produits naturels, sans préservatif, c'est ça? Oui, sans préservatif, sans colorant, sans nitrate, donc juste naturel. Donc, c'est ça votre point fort, finalement? Notre point fort, c'est des produits naturels. C'est des produits naturels. Et puis, le marché qu'on cible, c'est un marché de upscale market. C'est-à-dire upper middle class? Oui. Ah, d'accord. Donc, les delicatessen, des trucs comme ça? Voilà, c'est ça, ouais. Vous pouvez trouver tous nos produits chez Draggers, Whole Food, donc des chaînes de supermarchés comme ça, Andronikos aussi. Je ne sais pas si tu as les chiffres, mais quel est votre chiffre d'affaires? Est-ce que c'est élevé? Est-ce que c'est moyen? Est-ce que c'est petit? Est-ce que vous avez bien grandi? Vous êtes bien développé? C'est-à-dire que la compagnie est ici depuis une quinzaine d'années. Ouais, ça va, c'est beaucoup quand même. Oui, c'est 15 ans, ça se développe? Ça se développe petit à petit. Donc, moi, je suis arrivé il y a quelques mois, donc c'est vrai. Tu n'as pas les chiffres en tête? Si, j'ai les chiffres en tête, mais pour moi, on fait 2 millions de dollars. Ah non, ok. Non, juste donc, pour je sais pas. Pour une compagnie, je dirais maintenant 2 millions de dollars. Bon, j'espère que l'année prochaine, on va vraiment faire beaucoup, enfin cette année. Et aussi, si vous allez sur Internet, ça peut devenir international. On est sur Internet aussi.
Donc vous pouvez recevoir une commande de n'importe où, c'est ça? Voilà, on est sur Internet avec donc notre distributeur qui est Made in France. Ah, d'accord. Sur San Francisco. Et donc, vous pouvez recevoir une commande d'un pays étranger et la... On travaille avec Porto Rico, Mexique. Donc votre page est en espagnol? Notre page est en toutes les langues. Ah bon? Pratiquement, oui. Ah bon? Parce qu'une fois que vous êtes sur Internet, bon, c'est vrai que beaucoup de gens parlent l'anglais à l'heure actuelle, mais bon, c'est vrai que c'est plus facile d'avoir les produits et tout ce qui est prix, etc. Et ils cliquent sur la langue qu'ils peuvent comprendre, c'est ça? Oui, tout à fait. Ça. Tout à fait. Bon, on est obligé de faire un effort et d'avoir une page web à l'ordre du jour. Oui. Et quel pays, par exemple, avec un produit qui ne dure que 10 à 15 jours, il faut vraiment délivrer ça non, c'est-à-dire que ça dure 10 à 15 jours une fois qu'il est ouvert. Ah, d'accord. Mais vous avez une durée de vie de 4 à 6 semaines sur un produit, parce qu'on fait des pains. Donc vous délivrez ça par avion surtout, non? On travaille surtout les États-Unis en avion. Feder Express, UPS, donc toutes les techniques de... D'accord, donc c'est surtout, vous ne ciblez pas d'autres pays encore? Non, pas encore. Bon, c'est petit à petit. Hein, ce qu'on veut, c'est vraiment se développer sur le marché américain. Et puis après, peut-être avec Internet, ça va peut-être nous ouvrir un petit peu plus les portes. Et quels sont les genres d'animaux que vous utilisez? C'est le bœuf, le porc et le... On utilise du porc, on utilise du poulet, du canard, du chevreuil, du lapin. Un petit peu. On a fait des pâtés d'autruche aussi. Ah ouais. On essaie toujours de faire des nouveaux produits. Ouais. Okay. Donc, et le meilleur qui se vend, c'est le de volaille? C'est surtout le poulet, oui, je dirais, parce poulet. que c'est le moins gras. Ah, d'accord. Le porc, c'est encore... pour nous, Français, le porc, on en mange, il n'y a aucun problème. Mais ici, petit à petit, le porc, c'est considéré un petit peu comme gras. Ah, d'accord. Ouais. Mais c'est pas vrai. Est-ce qu'il y a vraiment beaucoup plus de gras? C'est vrai, quand vous voyez un cochon, quoi, vous pensez qu'il y a du gras? Vous pensez qu'il y a du gras. Mais le contenu du pâté en gras n'est pas vraiment très élevé, c'est ça? Non, c'est pas très élevé, non. Non, c'est comparable avec celui de la volaille? Non, je dirais le porc est plus gras que la volaille. Okay. C'est bien connu que le poulet est beaucoup moins gras. Ouais. Et vous faites comme les Américains, vous mettez le cholestérol, le sol, le sodium, tout ça sur le paquet, tout ça? Là, vous avez tout ce qui est le... Et pour réduire le cholestérol, alors qu'est-ce que vous faites? Vous enlevez le gras, c'est ça? De toute façon, pour réduire le cholestérol, il faut réduire un petit peu le gras. Oui. C'est ce que vous faites? Ce qu'il y a, c'est qu'on a une technique, personne nous a demandé des produits low fat encore. Ah bon? Donc c'est un produit normal alors? C'est un produit normal, oui. Ok, c'est très intéressant ce que tu racontes. Je ne sais pas, est-ce que tu veux nous parler peut-être un peu de ce que tu fais, par exemple, dans une journée typique? Je sais pas. Dans une journée typique, ce qu'il y a, c'est que en tant que vendeur, j'ai un chiffre d'affaires à développer sur mon secteur, donc déjà je rappelle mes clients pour voir s'ils sont satisfaits de nos produits, avec quel distributeur ils travaillent. Ça dépend si c'est de la prospection ou vraiment du suivi. En prospection, j'ai mon petit carnet, j'appelle mes clients, voir quels produits ils utilisent. Tu leur offres un sample, tu leur offres un échantillon? Voilà, on travaille aussi avec des échantillons, mais c'est vrai, envoyer des échantillons sur peut-être 100, vous allez avoir 1% de réponse. Donc le mieux, c'est le suivi par téléphone. Le suivi par téléphone avec le vendeur de votre distributeur. Donc, parce que le distributeur va prendre la commande. Hein. Donc moi, je ne peux pas prendre la commande pour eux. Parce que le distributeur nous achète les produits, les stocks tu veux établir une relation amicale avec eux. Voilà. Dans un premier temps, voir quel distributeur ils utilisent. Est-ce qu'ils en sont contents? Est-ce que le vendeur est bien? Est-ce qu'ils ont des bonnes relations? Qu'est-ce qu'on pourrait améliorer? Est-ce que les clients demandent certains produits? Un petit peu le service. Je suis un petit peu derrière pour améliorer le service. Et quand on a des nouveaux produits, leur parler des nouveaux produits. Parce que les distributeurs, ce qu'il y a, c'est que le distributeur comme Made in France, il a 12 ou 13 représentants. Ils ont des listes de produits, ils ont peut-être 800 ou 1000 produits. Donc c'est vrai que c'est difficile de pousser juste un produit, donc ils sont obligés toujours de travailler sur tous leurs produits. Hein. Donc je pense que moi derrière, en donnant les informations donc, sur mes pâtés, sur l'évolution, les nouveaux produits, ça va aider mon distributeur et ça va me donner plus de business et mon distributeur aussi.
Mais sur votre paquet, il y a écrit Fabrique délices, n'est-ce pas? Ouais. C'est un mot français. Fabrique délices, c'est un mot français, oui. Est-ce que ce ne serait pas peut-être une stratégie de changer ça avec un nom américain pour que les gens puissent mieux comprendre d'abord ce que ça veut dire et puis puissent ne pas se sentir qu'ils achètent un produit étranger? Parce qu'il y a beaucoup d'Américains qui veulent acheter Made in America, produit américain. Pour, bon, c'est une mentalité un peu qui est sélective, mais juste pour être mieux accepté, ce serait peut-être une bonne idée d'avoir un nom américain. Je pense pas que ce soit la solution d'avoir un nom américain. Non. Parce que même si on voit un petit peu toute la compétition, la concurrence, ils n'ont pas de nom américain. Ah bon? Donc, non, c'est des Français alors qui font ça. Voilà, c'est beaucoup de Français qui ont ouvert monté des compagnies pâté, charcuterie fine. Ouais. Parce que. Il y a quand même un ou deux Américains qui font ça. Oui, il y a un ou deux Américains qui ont des compagnies de charcuterie, mais c'est vraiment. Je dirais non, il vaut mieux avoir un nom français. Déjà pour les Français qui sont ici aussi. Et comme je vous disais, les gens voyagent de plus en plus, donc que ce soit un mot français, un nom français, un nom américain, je pense pas que ça va changer. Ça a beaucoup d'impact, non. Ça change pas le distributeur si c'est que c'est un nom américain, peut-être qu'il achèterait plus facilement, non? Non, je pense que c'est le message qu'il faut faire passer, quoi. Si on a des bons produits, le nom va suivre. Il n'y a pas de problème. D'accord. Non, c'est vrai que le nom a son importance. Bon, ça c'était un choix. Ça a été fait longtemps, donc parce avant que que j'arrive. Le mot fabrique, finalement, c'est pas un nom américain. Parce qu'il y a par exemple, délice, ça peut être américain ou français. Délice, non? Delicatessen. Delicatessen, bon, ils peuvent un peu comprendre ça. Mais le mot fabrique, c'est pas du tout américain. C'est pas du tout américain, non. Alors tout de suite, ça choque que c'est déjà français et que donc la clientèle, elle va être surtout quelqu'un qui aime ce qui est français, c'est ça? Ou je dirais oui, mais c'est une sorte d'éducation aussi. Hein. Les Américains, peut-être la première fois, ils vont avoir du mal à le prononcer. Comme moi, certains mots américains, j'ai du mal à les prononcer la première fois. Et la seconde fois, troisième fois, on y arrive. C'est comme, par exemple, une compagnie comme Chanel, c'est facile à dire Chanel. Lancôme, c'est facile à dire. Lancôme, c'est devenu un nom américain aussi. Mais Fabrique délices, il faut vraiment le faire. C'est quand même... les Américains, ils disent Fabrique délices. Ah bon? Ouais. D'accord, ils s'habituent. Tout à fait, oui. D'accord, je te souhaite bonne chance dans ton travail. J'espère que, je ne sais pas quel est ton goal, mais j'espère que vous allez peut-être doubler chaque année, c'est ça votre chiffre d'affaires? Ça doit être un peu dans vos plans. Si on pouvait tripler, on le ferait. Hein. D'accord. Donc, je suis sûre qu'avec toi, dans l'équipe, ça va arranger les choses. J'espère, je suis là pour ça. Hein. D'accord, et je te remercie beaucoup d'être venu. Enfin, tu nous as donné quand même une petite idée comment ça fonctionne. Le business de la vente de charcuterie. Et c'est fait ici aux États-Unis, en Californie ou bien tout est fait à San Mateo. Ah, d'accord. Parce que on peut pas importer encore du pâté français. D'accord. Donc vous avez une petite usine, c'est ça? Donc on a une usine à San Mateo, hein, donc où on produit tous ces avec les régulations américaines, etc. On a une personne de l'USDA qui est en permanence dans nos bureaux. Il a même un bureau. Et donc, il contrôle chaque jour. Il contrôle chaque jour les produits, que les personnes qui travaillent dans l'usine aient toujours quelque chose, un casque, soit toujours propre. Oui, c'est vraiment Et il est payé par vous, eux? Il est payé par eux, sûrement. Je pense qu'il est payé par le gouvernement, je ne sais pas exactement. C'est le policeman, c'est ça? Voilà, c'est ça, donc on n'a pas le droit à l'erreur. Hein. Donc quand les produits sortent de l'usine, c'est des produits contrôlés et approuvés par l'USDA. Donc il dit approuvés par l'USDA, ils sont aux normes alimentaires américaines. Donc quand ils arrivent dans les supermarchés, ils sont... C'est bien, c'est propre, c'est tout contrôlé. Tout est contrôlé. C'est très intéressant, je te remercie encore d'être venu. Donc c'était Sébastien Espinaz, qui représente Fabrique délices. C'est dommage qu'il ne nous a pas apporté un petit échantillon à goûter. La prochaine fois, peut-être. D'accord. Merci beaucoup d'être venu. Merci à toi. Au revoir. Au revoir. Are they finished? Yeah. Okay. They're done. On two. Look at me. Ok, donc on continue de parler. Là, ça va. On continue de parler?
Tell him to do a roll over us. That would be nice. A roll over us. Roll over. Yeah, do the roll. Jason. Jason. Okay, keep that roll going.